La perspective évolutionnaire de la science moderne est un peu limitée parce que la science moderne s'est développée sous l'influence d'un rejet de la religion, et avec la religion, tout ce qui n'était plus matériel, physique. Et c'est comme si la science a décidé le matériel physique est la seule réalité. Et on doit pouvoir expliquer tout autre phénomène à travers le monde physique seul. Bon, c'est utile, ça nous aide, mais ça ne va pas très loin. La perspective yogique nous décrit plusieurs niveaux de conscience, même des mondes à chaque niveau de conscience. Et l'exploration yogique a conclu que nous avons non seulement un corps, qui est le corps physique, mais on a plusieurs d'autres corps. On en est conscient des premiers trois, deux autres qui ne sont pas encore développés. Le Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, traduit littéralement, c'est une couche matérielle, couche vitale et couche mentale. Mais on peut se demander comment est-ce que ces trois sont développés, d'où est-ce qu'ils sont venus et qu'est-ce qu'elles représentent vraiment. Quelles sont les relations? Qui sommes-nous vraiment? Et je vais mettre toute cette discussion sous deux questions que je considère les plus importantes. Ces deux questions et votre réponse à ces deux questions va définir votre vie et le but de votre vie, va définir même votre identité. Alors la première question, c'est qui suis-je? Vraiment. Parce qu'il y a une identité apparente, mais vraiment, on n'est pas sûr. La deuxième question, pourquoi sommes-nous ici? Si mon identité, comme la science nous raconte, est le résultat d'un mouvement aléatoire des atomes, des molécules, des cellules, je n'existe pas. Même mes pensées et mes émotions, mes sentiments sont des phénomènes superficiels d'un mouvement aléatoire des atomes. C'est tout ce qui existe. Je suis produit d'un mouvement aléatoire, je n'existe pas. C'est la conclusion qu'on aurait. Et la deuxième question, pourquoi sommes-nous ici? Si tout est expression aléatoire, et un ordre qui s'émerge à travers ce mouvement aléatoire, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de but. La seule chose à faire, c'est peut-être satisfaire nos désirs et nos impulsions qui sont les résultats des mouvements aléatoires. Ils n'ont pas même de valeur. Toute la vie devient sans valeur, sans direction, sans raison, sans but. Mais si on vous demande subjectivement, est-ce que vous savez que vous existez? Qu'est-ce que vous sentez? Je sais que j'existe. Et même si la science me dit c'est faux, c'est un phénomène, c'est une imagination, je sais. Parce que je suis ce que je sais. Et si je vous demande, est-ce que votre vie a un but ou une raison, quelque chose d'important à découvrir? Subjectivement, vous sentez, oui, il y a quelque chose d'important. Je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y a quelque chose. Peut-être même très important à découvrir. Je cherche la chose, je ne sais pas où chercher, mais un jour, quand je saurai la chose, je saurai que c'est elle que je cherchais, toutes ces années, toute la vie peut-être.
Et alors, l'exploration subjective nous donne une conclusion très différente de la science. Et le yoga, non seulement fait cette conclusion à travers une exploration rationnelle, répétable, vérifiable, qu'on peut enseigner aux autres, comme la science, mais le yoga va dans une profondeur beaucoup plus que la science. Les processus du yoga, de l'exploration du yoga, sont très similaires à la science. On vérifie, on teste, on vient à des conclusions. Mais le point de départ est complètement différent. La science a commencé avec cette idée que tout est expression matérielle. Le yoga commence avec l'idée que l'expression matérielle est la couche à la surface, l'apparence de la réalité. Et lorsque la science essaye de comprendre la matière, elle entre à des couches d'intérieur qu'on ne peut pas voir avec nos sens physiques, comme les champs électromagnétiques. Est-ce que vous les avez vus? Les atomes. On même décrit des choses des atomes, que les atomes et les particules de la physique quantique font, qui sont complètement hors de la réalité que vous vivez. Mais vous devez la croire, parce que c'est la science qui l'a dit. De l'autre côté, le yoga vous dit, il y a des couches de la réalité. Lorsqu'on entre en profondeur, on découvre des choses que vous pouvez vérifier si vous passez à travers les processus pour développer vos perceptions plus profondes. Mais ce sont des vérifications directes de ces perceptions plus profondes. On développe une perception subtile et on devient conscient du corps subtil, des corps subtils. Et pendant les méditations qu'on va faire demain, on aurait occasion de faire des expériences de ce type et vous pouviez vérifier objectivement que oui, on a un corps subtil et qu'elle a des couches. Et ça, c'est le yoga, la science du yoga, la technologie du yoga. D'un côté, vous avez la science physique, la biologie, un peu peut-être de la chimie, un peu de la psychologie, un peu de la philosophie peut-être, la parapsychologie, peut-être même des systèmes qui décrivent les phénomènes de la magie, et il y a la philosophie et des pratiques de développement de soi. Toutes ces choses sont différemment des sujets spécialisés. De l'autre côté, vous avez le yoga, qui inclut tout. Très intéressant. Dans la vie aujourd'hui, on a vu que les sujets spécialisés ne nous mènent à rien. Les grandes découvertes sont entre les sujets spécialisés. Comment est-ce qu'on les appelle? Les interfaces? Les sujets qui sont mélange de deux sujets spécialisés. Quoi? Interdisciplinaires. C'est là où les plus grandes découvertes se font. Mais interdisciplinaire, c'est entre deux sujets. Ici, vous avez yoga, qui est interdisciplinaire de 10 sujets spécialisés. Mais c'est trop grand pour la science, qui pense seulement en des petites parties. Le futur de la science est dans le yoga. Ou peut-être le yoga aide la science à développer ses possibilités futures. Mais on va parler maintenant à travers le vocabulaire de la science, mais du perspective du yoga. Commençons avec l'idée de l'évolution. Si vous y étiez sur la Terre, disons
3 milliards d'années avant, qu'est-ce que vous verrez? Des rochers, quelquefois des rochers qui sont doux, avec la chaleur, le lava, partout. Rochers chauffés, matière morte. Et si quelqu'un vous dit, ça, c'est le commencement de quelque chose de très beau, vous direz, impossible. Si quelqu'un vous disait à ce moment-là qu'un jour, ces rochers, qui sont rigides, fixes, mortes, deviendront vivantes. Et ils vont commencer à pousser et exprimer des couleurs belles et des formes impossibles à décrire. Vous direz, vous êtes fou. C'est pas possible pour les rochers de devenir vivants. Mais si vous reviendrez après 1 milliard d'années, vous les verrez. Vous avez vu les rochers vivants? Non? Les plantes, les arbres, ils sont faits de quoi? Qu'est-ce qu'ils mangent? La substance des plantes, la substance qu'elles prennent des racines, à travers les racines, ce sont quoi? Les molécules des rochers. On met une graine seule. Tout le reste de la plante et de l'arbre est fait du substance des rochers. N'est-ce pas? Les molécules des rochers réarrangées pour exprimer une vie, substance vivante. C'est un miracle. Parce que rien dans les rochers avait un signe, une possibilité d'exprimer quelque chose de vivant, n'est-ce pas? Alors c'est quoi ce miracle? Comment est-il possible? Une graine seule qui est faite de molécules, qui développe tout un arbre, l'intelligence nécessaire, le pouvoir nécessaire comprimé dans une graine, c'est pas possible. Et ce pouvoir qui prend les rochers et les rend vivants d'une manière qu'elle peut exprimer une sensibilité, une beauté, une douceur des fleurs, le goût, le parfum des fruits. Impossible à imaginer. Tout est l'expression des rochers, transformé. Par quoi? Cette qualité de vie. Elle n'était pas cachée dans la graine. La graine était seulement un médium, un point de départ, point d'appui pour l'énergie de la vie, l'énergie vitale, le prana. Cette énergie, on ne le voyait pas dans les rochers. Si elle était là dans les rochers, elle était bien cachée, très bien cachée même. N'est-ce pas? Mais la graine était le point d'appui pour cette énergie d'entrer dans les rochers, les réarranger et créer la forme d'une plante, la substance de la plante, substance vivante, rocher vivante. Miracle. Et c'est la chose qu'on voit dans l'évolution à chaque étape. C'est comme si quelque chose qui était impossible est créé, comme si par un miracle, qu'on ne pouvait pas concevoir. Voyons l'étape prochaine de la plante. Si on voyait les plantes, les arbres, les fleurs, les fruits, ah c'est beau. Mais, quelqu'un vous dit, un jour, ces plantes pourront parler. Ils auront sentiments, émotions. Ils développeront la capacité de communiquer avec vous, avec amour, avec haine, avec toutes sortes d'émotions. La peur, comment c'est possible? Impossible. Il n'y a rien dans les plantes pour développer cette capacité d'émotion. Exprimer la capacité de parler. Et vous venez 1 milliard d'années après et vous verrez les animaux. Qui sont faits de quoi? Le corps des animaux, le tissu, les plantes, qui est rocher vivant. Alors vous avez maintenant au 3e niveau une substance qui sent, qui exprime un sentiment, même qui pense un petit peu.
Et cette capacité de penser, articuler, une intelligence exprimée qu'on ne voit pas dans les plantes, et même libérée de plus en plus à travers les étapes d'évolution des animaux. Vous avez eu un chien, peut-être un chat chez vous? Et peut-être vous avez eu l'expérience que ce petit animal est presque humain. Il pense, il a des émotions plus pures, plus belles que les humains, plus vraies. Et même il a la capacité de penser, une intelligence si extraordinaire que s'il pouvait parler, on lui donnerait tous les droits d'un humain. N'est-ce pas? Vous avez eu cette expérience. Peut-être on peut même dire que votre chien ou chat est plus développé que les humains les moins développés. Les humains barbares sont inférieurs aux animaux les plus développés. C'est comme s'ils sont prêts pour rentrer dans la vie humaine. Mais ce développement n'existait pas dans le potentiel des plantes qu'on pouvait voir au moins. Comment ça s'est fait? C'est comme si la conscience des pensées, le mental, est entrée dans cette matière vivante, elle l'a transformée en substance consciente, vivante, rocher. Les rochers sont devenus vivants, c'était le premier miracle. La vie a commencé à penser et s'exprimer. Deuxième miracle. Conscience de soi, développée dans des animaux très développés, exprimée dans des animaux très développés comme les dauphins, des singes développés. Comment est-ce qu'on sait qu'ils sont conscients de soi? Est-ce que vous avez pu identifier avec leur conscience? Il y a une expérience très simple qu'on peut le faire pour vérifier ça. On met l'animal devant un miroir et on met un point de peinture sur son front. S'il regarde sa réflexion et il essaye d'enlever ce point de peinture, il est conscient de soi. S'il ne l'est pas, il pense que c'est un autre animal, rien à faire. Les animaux les plus développés, les dauphins, les singes plus grands, les éléphants et même quelques d'autres, très récemment on l'a découvert, quelques oiseaux aussi, très développés, conscientes. Mais alors, d'où est-ce qu'est venue cette capacité d'être conscient? Parce qu'on ne la voit pas dans les plantes. La conscience mentale qui est toujours là, dans l'univers, comme s'il prend un point d'appui dans la vie et tire cette substance, l'organise d'une façon qu'elle peut manifester à travers la substance. Le corps que vous avez est rocher vivant conscient, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais pensé à votre corps comme ça. Mais c'est ce qui se passe. Quand on quitte le corps, on ne meurt jamais. On quitte le corps. Okay? On est permanent. Quand on quitte le corps a perdu ce soutien de la conscience. Il a perdu le soutien de la force de vie, la force vitale, prana. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à se désintégrer. Il devient quoi? Poussière. Rocher en poudre. Alors, c'est quoi qui a transformé le corps? Tout d'abord, l'énergie vitale et puis la conscience mentale, qui a comme si soulevé cette matière et l'a transformée à un niveau plus haut d'expression. Et si on pense à ces transitions de miracles, à chaque fois, c'était quelque chose qui était impossible, qui est l'opposé de l'étape d'avant, qui devient l'étape nouvelle. Alors, du niveau humain, pourrait-on dire que l'évolution est finie? Pas nécessairement. Et s'il y a une autre étape, qu'est-ce qu'elle représentera? L'opposé, quelque chose qui est impossible à ce niveau de la pensée mentale, n'est-ce pas? Et là, Sri Aurobindo nous indique
que le potentiel de ce qui est au-delà est souvent vu dans les impulsions au niveau avant. Alors, tout d'abord, je vous donne un exemple et puis on revient à cette question. Il y a eu des expériences faites par Jagdish Chandra Bose, un scientifique indien, il y a 100 années. Mais à ce moment-là, l'Inde était sous le colonialisme. Et un Indien qui a découvert quelque chose si important, on ne pouvait pas lui donner l'importance. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a fait des expériences très fines pour mesurer la croissance des plantes. Vous savez que la plante de bambou, elle pousse presque 30 cm dans un jour. C'est suffisamment vite qu'on peut mesurer. Il a fait des expériences en mettant par exemple un morceau de verre et reflétant la lumière et mesurant le mouvement de la lumière à une distance. Et c'est comme si il amplifie ce mouvement. Et à l'autre côté, il a pris du fer, les cristaux de fer, le mouvement de développement d'un cristal de la matière morte, mouvement de développement d'une vie de plante, et mesurer les deux. Quelque chose de très intéressant. Les deux poussent avec un effort rapide, ils s'arrêtent, comme si prendre souffle, se préparer, un deuxième mouvement rapide s'arrête. Troisième mouvement rapide s'arrête. Exactement les mêmes. Vous marquez les deux sur une charte, on ne peut pas distinguer. Il fait une deuxième expérience. Il prend le métal, et si vous prenez un fer de fil, vous la pliez et dépliez plusieurs fois, elle devient mou et elle se casse en quelques minutes. Mais si vous arrêtez quand elle est mou et vous la laissez, en quelque temps, c'est comme si les molécules qui étaient brisées dans le mouvement de plier, les molécules se rejoignent. Elles forment une substance continue qui n'est plus brisée. En même temps, vous prenez une plante, vous la brisez et vous la laissez, la même forme de réparation se fait. Et au troisième niveau, dans le corps de l'animal, dans un muscle, disons, peut-être humain, dans un muscle, si vous faites l'exercice continu, c'est comme si les fibres du muscle sont déchirées. Vous les laissez quand vous vous endormez et les fibres se rejoignent. Alors, il a fait des traces des trois choses. Le mouvement de briser et le mouvement de rejoindre des trois choses. Métal, plante, tissu, animal ou humain. Il fait le graphe. Il les met devant les scientifiques. Il leur demande, distinguez-les. Ils sont exactement les mêmes. C'est quoi la conclusion alors? La chose qui fait le processus de réparation est la même dans tous les trois. Et c'est quoi cette chose? Prana. Énergie vitale. On doit distinguer différents types d'énergie. Ici, prana, énergie vitale. Dans la matière, qu'on ne voyait pas le prana. Elle était dans la matière. Dans la plante, elle s'est exprimée. Mais elle était là déjà. Et si on observe le mouvement de développement d'un cristal, c'est la même énergie vitale qui s'est développée et est venue dans sa liberté dans la forme des plantes. De la même façon, si on observe la conscience dans les plantes, on voit qu'il y a des plantes qui ont une réponse instantanée aux circonstances. Il y a des plantes qu'on peut toucher et instantanément, ils se ferment. Ils sont conscientes, ils ont une réponse, une réaction. Aussi, aujourd'hui, il y a des recherches qui montrent que les arbres ont un système de communication complexe à travers leurs racines. C'est comme s'ils se touchent
avec les racines. Et si un arbre est attaqué par des petits insectes, il communique cette information aux autres arbres dans la forêt qui commencent à créer une substance qui est répellente pour ces insectes seuls. Tout d'abord, comment ils ont su et comment savoir quelle substance ils doivent dégager pour répeller ces insectes. Intelligence. Communication d'intelligence complexe. Et même d'autres effets beaucoup plus stupéfiants. C'est une série des expériences qui a été faite par William Baxter en 1960. Et il a connecté une plante à un instrument qui mesure la résistance de la surface de la plante, et il prend un paire de ciseaux et il va couper la plante pour voir si la plante réagit, si elle sent la douleur. Et lorsqu'il s'approche de la plante, il y a une réaction violente sur l'instrument. La plante a réagi avant qu'il l'a touchée. Ah bon? Est-ce que c'est possible? Il arrête. Il est surpris. Il s'approche de la plante avec les ciseaux. Pas de réaction. Il bouge les ciseaux. Pas de réaction. Ah, ça doit être par chance. Je continue. Il commence à approcher pour couper et tout d'un coup, il y a une réaction. La plante ne réagissait pas à la distance des ciseaux, elle réagissait à l'intention. Vous voyez, la communication, la sensibilité complexe à la conscience, aux pensées. Parce que les plantes n'ont pas des yeux pour savoir si les ciseaux sont plus près, mais ils ont la conscience et une télépathie. Alors, il a fait plusieurs expériences. Je ne veux pas entrer trop dans les détails parce qu'on va perdre le temps pour les autres choses, mais une expérience, je dois vous dire. Elle est si importante. Alors, il connecte la plante avec cette machine et il met de l'autre côté du mur, dans une autre chambre, mais à côté de la plante, à une distance physique très proche, il met une autre machine où il y a des petits crabes. C'est comment? Crabes. Des crabes. Bon. Il y a des crabes et au-dessous, il y a de l'eau bouillante. Et avec l'ordinateur qui contrôle, l'ordinateur laisse tomber un crabe à un moment choisi par chance. Et de l'autre côté, la plante a une réaction instantanée quand le crabe tombe dans l'eau bouillante. Sentez ce que ça veut dire. Pensez à ce que ça veut dire. Les plantes sentent la douleur dans les autres créatures. Les humains ne le sentent pas. Ou peut-être on est devenu insensible. Mais les plantes sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus gentilles, beaucoup plus caring. Une troisième expérience qu'il fait, après toutes ces expériences, il a développé comme si une affinité avec la plante. Et la plante comme s'il réagit à ses émotions et ses pensées. Il dit, faisons une troisième. Il a connecté la plante avec cette machine, enregistrant les réactions, et il va dans la ville faire toutes sortes d'activités. Et il note le temps quand il fait les activités. Et chaque fois qu'il fait une activité excitante, la plante réagit. Où est-ce que vous avez entendu des choses comme ça dans la vie humaine avec les chiens? Vous savez, quand le maître du chien a fini son travail, il ferme ses livres, il pense à aller chez lui, le chien commence à réagir.
Et quand il s'approche de la maison, le chien est déjà près de la porte. Il y a un lien télépathique. Non seulement avec les animaux, mais avec les plantes. Les plantes ont ce lien. Très intéressant, n'est-ce pas? Mais ce qu'on voit, c'est la conscience expressive dans les animaux était déjà là dans la plante. Et c'est comme si elle était emprisonnée dans l'impulsion de la vie. On ne voyait pas la conscience. Mais lorsque la conscience a commencé à se dégager de la vie, elle a essayé d'organiser sa liberté, on a eu le deuxième étape de l'évolution. De la même façon que l'énergie de la vie est sortie, qui était cachée, emprisonnée dans la matière morte, elle est sortie et s'est dégagée, s'est organisée. De cette même façon, la conscience s'est dégagée, sortie de l'impulsion de la vie. Alors, quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce qui est caché dans votre conscience, dans votre pouvoir de pensée, de rationalité, de la logique, de toutes les choses qui nous font humains et supérieurs aux animaux? Qu'est-ce qui est caché dans ça qui indique le potentiel du futur? Alors, on va répondre à cette question sous deux formes. Tout d'abord, on observe que les humains, tous, sans exception, depuis l'enfance, ont une sorte d'idéal. Il y a cette tendance d'un idéalisme. On pense à des choses qui sont impossibles. L'amour vrai. Vous n'avez jamais pensé à ça? Vous avez senti que ça doit être possible, au moins dans ma vie. Tous les autres n'ont pas eu l'amour vrai, mais moi, je vais avoir l'amour vrai, n'est-ce pas? Pourquoi? On pense à perfectionner nous-mêmes, nos circonstances. Et c'est ça la qualité de la rationalité. Elle prend toutes les possibilités et elle essaie de les rendre parfaits, organisés, mettre en ordre, mais rendre parfait. Est-ce qu'on est capable? On est toujours un petit peu plus court que la perfection vraie. C'est presque impossible, mais, ou peut-être c'est possible si on réduit notre idée de perfection. Mais on essaie toujours d'avancer vers une perfection. Pourquoi? Parce que dans la qualité de notre conscience, de nos pensées, il y a un instinct qui pointe vers un idéal. Et ça vous indique le potentiel du prochaine étape, l'expression de cet idéal. La qualité de vos pensées vous fait sentir que vous pouvez comprendre tout, vous pouvez connaître tout. Quand un scientifique commence à essayer de comprendre les atomes ou un phénomène de la nature, c'est comme si déjà, dans ses pensées, il sait que je suis capable de comprendre, n'est-ce pas? Alors c'est comme si on a l'instinct qu'on peut comprendre tout. Et on n'est pas satisfait jusqu'à ce qu'on peut savoir tout. On essaie de continuer, mais ce n'est pas possible. Il y a une limite, comme si. Ou, même si on sait tout ce qu'on peut au moins, on réalise qu'il y a beaucoup plus. Chaque fois que vous sachez de plus, vous devenez conscient qu'il y a encore plus à savoir. Est-ce que c'est possible, avec une capacité progressive, toujours limitée, d'atteindre à une connaissance qui est infinie? Non. Parce que la capacité est toujours finie, même si elle est grande. Et voilà le problème avec la conscience du mental. Il est une conscience du fini. Quand il essaie de comprendre quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la chose en des petits morceaux et les rejoint. Alors, on doit comprendre comment le corps physique est fait.
qu'est-ce qu'on fait? On coupe le corps en des petits morceaux, jusqu'aux cellules. On coupe les organes, on les sépare, on les observe. Et pour comprendre un organe, on le coupe en morceaux plus petits. Jusqu'à ce qu'on a fait, comme si connaissance de tous les détails. Et puis, on complète le processus en le remettant comme il était avant, en le rejoignant. On coupe, on sépare et puis on rejoint. Mais qu'est-ce qu'on a à la fin? Le corps qui était vivant, où on a commencé à couper pour comprendre la source de la vie, quand elle est rejointe, elle est morte. On a perdu cette chose qu'on cherchait. Mais on a décrit tous les processus de la vie. On comprend les processus, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est la vie. Parce que la méthode de savoir détruit l'objet qu'on essaye de savoir. La méthode est limitée. La capacité du mental de penser est limitée à couper et joindre. Si vous essayez d'approcher quelque chose qui ne peut pas être coupé, vous ne pouvez pas la comprendre. Très simple, n'est-ce pas? Alors, aux prochaines étapes de l'évolution, c'est comme si on doit développer cette capacité de connaissance qui est infinie et capable de savoir, pas en coupant, mais d'une façon différente. Quelle serait cette façon? On va revenir à cette question dans un moment. Et vous avez vu deux choses qui nous indiquent. La première, ce sont les impulsions de nos idéaux qui indiquent où on va aller. Mais si vous pensez à l'utopie qui est votre idéal, pensez à une utopie. Vous avez vu des films peut-être qui essayent d'exprimer une utopie. Ça devient très vite, elle devient boring, pas intéressant. On s'en ennuie. C'est tout bien en harmonie, mais où est l'intérêt d'un conflit ou d'une surprise ou une aventure? L'utopie n'est pas intéressante parce que l'utopie que nos pensées peuvent concevoir est une utopie d'une harmonie imposée par l'ordre de la logique. Elle détruit le potentiel de liberté. Et alors cette utopie est fausse. On va même conclure qu'une utopie créée par le pouvoir mental serait toujours fausse. Elle sera toujours failure. Failure, comment on dit? Un échec. Sans une seule doute. Vous voyez, une fois qu'on comprend les limitations du pouvoir de connaissance, on sait ce qu'elle ne peut pas faire. Mais si elle ne peut pas faire, quelque chose peut la faire. Et parce qu'elle cherche cette chose, c'est là le niveau prochain de l'évolution. On a vu la même chose d'une autre façon, que le pouvoir du mental qui est limité, elle doit être maintenant complétée. L'opposé du mental, l'opposé du fini est l'infini. Une conscience infinie est notre étape suivante de l'évolution de la conscience. Mais comment est-ce que c'est possible et comment cette transition peut se faire? Ici, Sri Aurobindo décrit les étapes de transition. Alors tout d'abord, on va discuter les étapes avec une description un peu objective et puis on va voir la même chose d'une façon subjective. Il commence avec le pouvoir mental de couper, de diviser, analyser, synthéser, mais toujours avec des idées qui sont petites. Vous voyez, s'il y a un objet, disons un bol, vous pouvez le voir, vous pouvez le concevoir d'une perspective. Vous le voyez maintenant d'une perspective, n'est-ce pas? D'ici. Est-ce que vous pouvez le visualiser de l'autre côté? Ben oui. Est-ce que vous pouvez visualiser des autres côtés? Oui. Est-ce que vous pouvez visualiser de tous les côtés, simultanément?
Essayez. C'est pas difficile. Automatiquement, vos yeux ferment. Parce que c'est comme si vous devez dépasser la visualisation physique. On entre dans une visualisation mentale. On la voit de tous les côtés simultanément. Et c'est comme si dans la conscience mentale, on entoure l'objet pour la voir de tous les côtés. C'était pas difficile, mais c'était complètement nouveau. On vous a jamais enseigné de faire ces choses dans l'école. Ce sont des pouvoirs de votre capacité de penser qu'on devait développer. Parce qu'on était content avec le pouvoir de rationalité. On a dit, ça c'est le meilleur, nous sommes les meilleurs, nous sommes le plus haut de l'évolution. On a arrêté là. Mais au-delà de la rationalité, il y a des pouvoirs qui sont déjà là, non développés. Et on commence, par exemple, comme ça, visualiser de tous les côtés. Maintenant, ajouter le côté d'en haut et d'en bas. Oui, intéressant. Est-ce qu'on peut voir une situation de tous ces côtés? Prenons par exemple le problème de l'écologie. Un problème très spécifique, disons quelque chose avec le lac ici. On peut le voir du perspective écologique de la vie, de la nature, process de la nature. On peut le voir d'un aspect économique. On peut voir le même problème d'un aspect politique, d'un aspect social, d'un aspect physique ou chimique, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez voir le même problème à travers tous ces aspects simultanément? C'est possible. Mais il faut entraîner les pensées à voir de plusieurs aspects simultanément. Et quelqu'un qui peut faire ça, il a comme si intégré dans sa conscience tous ces aspects, tous ces sujets, toutes ces spécialisations, et peut décrire la situation dans sa complexité et peut-être trouver une solution plus complète. Mais si on ne prend pas une position comme ça, deux aspects entrent en collision. Vous voulez résoudre le problème du côté économique, vous avez le problème politique ou écologique, ou ils sont toujours en collision. Alors ce que vous voyez, c'est que le mental, lorsqu'il essaye de résoudre un problème complexe, il crée plus de problèmes. Parce qu'il n'est pas capable, il n'est pas encore entraîné à voir de tous les côtés simultanément. Mais on peut développer ça. Et si vous le développez, on entre à un niveau de pensée qui est beaucoup plus large, qui a beaucoup d'aspects en un seul coup, qui pense de tous les côtés. Et Sri Aurobindo appelle cette sorte de conscience, de pensée, la pensée supérieure, higher mind. On peut la développer. Mais c'est encore une pensée. Observez qu'est-ce qui se passe maintenant. Continuez à penser avec le higher mind, pensée mentale supérieure, de toutes les choses, de plus en plus grandes choses. Non seulement le problème écologique du lac, mais le problème de tout pays. De tous ces côtés possibles. De plus en plus grand, plus en plus complexe, plus en plus riche d'aspects, complexité, interdépendance. Vous voyez très vite, votre mental n'est plus capable d'embrasser quelque chose qui est si large et si complexe. On doit le réduire les choses en une représentation ou simplifier, généraliser. Le moment que vous généralisez, vous perdez. N'est-ce pas? Vous perdez la chose. Le moment que vous représentez, vous perdez la chose. On peut représenter, par exemple, tout le pays sur un papier qu'on a sur la main. Mais le papier n'est pas le pays. N'est-ce pas? Et ce qu'on fait dans les pensées, chaque fois qu'on essaie de comprendre quelque chose, on fait une représentation dans le mental. On crée une idée qui représente, mais qui n'est pas la chose. Et ce qu'on observe, c'est
que lorsqu'on entre au niveau du mental supérieur, c'est beaucoup plus complet, mais il y a toujours ce problème de la pensée qui représente, qui réduit. On monte à un niveau de plus lorsqu'on essaie de ne pas penser et de ne pas réduire. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez essayé de voir de tous les côtés? Au lieu de penser, vous devenez conscient, vous voyez. Alors ça nous prend à un autre niveau où on n'essaye pas de représenter, mais on voit la chose comme elle est. Et c'est un passage très simple, très continu, sans brise, sans séparation. Du mental normal des pensées petites au mental supérieur jusqu'au niveau de voir. Et ce niveau, Sri Aurobindo appelle Illumined Mind, le mental illuminé. Parce qu'il voit les choses et il n'a pas nécessité de les réduire. Il voit toutes les complexités. Mais si vous devez décrire, vous devez mettre ces complexités en séquence. Mais il y a toujours un problème qui reste. Vous observez quelque chose d'autre. Il y a 3 éléments. Et dans votre observation, vous êtes séparés. Il y a toujours une interprétation et dans la capacité d'apercevoir, il y a toujours un mélange, une limitation. C'est grand, c'est extraordinaire cette capacité, mais elle a des limitations. Et qu'est-ce qui se passe quand vous essayez de rendre complet ce processus? Voyez maintenant l'objet de tous les côtés, d'en haut, d'en bas, et il y a un côté qu'on a oublié. Lequel? Du dedans. Essayez de voir du dedans. Entrez dans l'objet et le voyez du dedans. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Très intéressant. Vous commencez à vous identifier avec l'objet. Voyez l'éléphant du dedans. Non seulement de son côté physique, les organes du corps physique, mais qu'est-ce qu'il sent? Quelles sont ses émotions? Quelles sont ses pensées? Qu'est-ce qui se passe? Très vite, vous vous sentez éléphant. Et cette transition du mental illuminé se fait à un état d'identification où l'observateur et l'observé ne sont plus séparés. Vous devenez l'objet que vous observez. Et Sri Aurobindo appelle ça le mental intuitif. C'est la capacité de l'intuition. On parle de l'intuition d'une façon un peu générale quand on dit « Ah, j'ai eu une intuition, j'ai eu une idée ». Quelle est la différence? Ce n'est pas intuition d'avoir une idée. La qualité de l'intuition, c'est lorsqu'on sait la chose, on est la chose. Il n'est pas nécessaire de faire une preuve logique pour prouver. Alors, un exemple d'intuition qu'on a tous. Quand je vous ai demandé, est-ce que vous savez que vous existez? Est-ce que vous savez que vous êtes vivant? Oui. Pourquoi? Comment? Prouvez-le. Je suis. Je le sens. L'identification avec votre existence. C'est la qualité de la connaissance intuitive. Vous savez, et la connaissance est la preuve. Elle n'a pas besoin d'une preuve du dehors. Elle n'est pas dépendante des circonstances du dehors. Même si vous avez 100 personnes autour de vous qui vous disent « Vous n'existez pas », ça ne change rien. La logique jusqu'à présent était dépendante d'une chaîne de cause et effet. Elle était dépendante des circonstances extérieures d'elle pour être vraie. Mais au niveau intuitif, il n'y a pas de dépendance aux circonstances extérieures. On est. Et c'est vrai. Alors, quelque chose de très important commence à ce niveau.
Tout d'abord, la connaissance qu'on a est vraie. Il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de distorsion. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde et interprète avec une capacité d'observer qui est limitée. On est. Il n'y a pas d'interprétation. Il y a peut-être limite dans votre capacité d'exprimer. Essayez d'exprimer comment l'éléphant se sent. Oh, je suis un peu comme ça et je bouge comme ça. Je n'ai pas de mots pour exprimer, mais je le sens. Et vous observez que la forme du corps d'éléphant est expressive de sa conscience, qualité de conscience. Et voilà, on observe quelque chose de très important. Dans l'intuition, la vérité est dans le cœur de l'objet, dans l'essentiel de l'objet. La forme est expressive du vérité qui est déjà là. N'est-ce pas? Une autre chose, cette vérité qu'on a comme expérience, on est comme expérience d'identification, elle peut être plus complète, mais pas nécessairement complète d'une façon infinie. Je suis cet objet. Je suis la bouteille. Je suis la table. Est-ce que je peux être toutes les choses à la fois? Alors vous voyez une capacité de l'intuition de devenir de plus en plus complet. Mais à chaque étape qu'il grandit, il sait toujours, et ce qu'il sait est vrai. Il sait qu'il y a une limite. Il est conscient de sa limite. Il sait qu'il ne sait pas hors de cette limite. Alors la chose la plus importante à ce niveau de l'intuition, c'est que la connaissance est vraie, même si elle est limitée, elle n'est jamais tordue, elle n'est jamais d'erreur. Parce qu'elle sait sa limite, elle sait qu'elle ne sait pas hors de ça. Dans les Védas, cette expérience est décrite comme le lightning, foudre, l'éclair. Ça vient comme un flash, on voit, et c'est fait. On est à ce moment-là. Mais l'éclair peut commencer avec comme si un point de lumière, il peut devenir plus grand, et plus grand, et plus grand. Et lorsque vous vivez dans cette conscience, vous voulez savoir quelque chose, disons, le corps, comment est-ce que le corps vit? Vous regardez, disons, le centre du corps, ah voilà, la poitrine. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe, la complexité du prana qui est pris et la circulation du sang, distribution de l'oxygène et toute autre chose. Mais ça arrête là, avec une flèche. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe avec cette distribution du sang? Vous prenez une autre étape, vous voyez plus bas, flèche. Vous comprenez l'abdomen, la digestion, toutes les choses. Et puis, où est-ce qu'elle va le sang? Flèche. Chaque fois, il y a l'illumination de l'éclair qui donne de plus. Vous demandez, et puis. Chaque fois que vous êtes conscient d'une limite, vous observez la limite, vous voulez comprendre cette limite, l'éclair. Une série d'éclairs vous illumine l'intuition. Et vous pouvez savoir ce que vous voulez. Mais la capacité d'intuition grandit quand la partie qui est éclairée devient de plus en plus grande. La série d'éclairages devient de plus en plus fréquente jusqu'à ce qu'elle devienne continue. Comme si une lumière, elle montre tout ce que vous voulez. Votre attention tourne pour savoir et vous savez. Mais de plus en plus grand à chaque instant, jusqu'à ce que, quelle est la limite? Elle est consciente du tout. Un éclairage qui éclaire tout l'univers du perspective du bol. Intéressante idée. La conscience de l'intuition n'arrête pas
avec une intuition limitée, elle devient de plus en plus grande jusqu'à ce que le bol que vous voulez savoir est éclairé avec une lumière, un éclairage qui inclut tout l'univers. On voit, on sait, on est le bol dans toutes ses relations avec l'univers complet. Je prends la bouteille, l'éclairage dans toutes ses relations avec l'univers. Très intéressant. Observez ce qui se passe avec la science. On nous dit que chaque fois que vous bougez un objet, il y a des ondes qui se répandent et qui influencent les autres choses, disons les ondes de la pesanteur. Elle influence, elle réarrange les autres choses et tout change. Le Bouddha a dit il y a 2000 années, quand je bouge ma main, les étoiles bougent pour s'arranger. Et l'idée derrière, c'est que tout est connecté. D'une manière que, quand vous bougez cet objet, les étoiles doivent réarranger pour garder l'harmonie des forces de la pesanteur et les forces électromagnétiques. Ça veut dire, rien ne bouge seul. C'est comme si tout l'univers bouge pour qu'un objet puisse bouger. N'est-ce pas? Si tout l'univers ne bouge pas et cet objet seul bouge, il y aurait un vide ici. L'objet ne peut pas bouger si l'univers ne bouge pas. Alors, à ce niveau-là, on commence à reconnaître qu'il n'y a pas des objets séparés. Tout est expression d'une unité. Et chaque objet est une expression unique de cette unité. Vous voyez? Vous apercevez ce perspective? C'est si intéressant. On n'a jamais pensé à la réalité comme ça. On était entraîné à voir les objets coupés, séparés, détachés l'un de l'autre. Mais à ce niveau-là, on a l'expérience que chaque chose est une expression unique du tout. Cet état de conscience, Sri Aurobindo appelle le overmind. Comment on traduit ça en français? Mental. Non, pas encore. Overmind. Surmental. Bon, c'est le surmental. C'est l'intuition qui est devenue infinie. Et chaque objet est comme si tout l'univers exprimant un aspect. Mais il y a un problème. Un grand problème. Un problème cosmique. Parce que chaque aspect est cosmique. Et lorsque deux aspects entrent en collision, il y a une collision cosmique. Les religions du monde sont une expression de cette conscience. Chaque religion a aperçu un aspect de la réalité divine et comme si elle représentait cet aspect comme s'il était tout. Chaque religion dit « Je suis complet dans ma vision, dans mon entraînement, dans mes pratiques, dans ma relation avec la réalité. » Quelques noms vous donnez. Mais deux religions sont en conflit. Deux philosophies qui disent « On est parfait, on est complet » sont en conflit. Le surmental vous donne une liberté d'une conscience cosmique, mais elle vous donne aussi une collision cosmique. Et Sri Aurobindo utilise même le mot une ignorance cosmique. Parce que vous vous sentez complet dans votre perception d'un aspect et vous ignorez tous les autres aspects. Combien d'aspects est-ce qu'il y a? Une infinité. Vous voyez, ignorance cosmique est plus grande que ignorance mentale. C'est paradoxal d'une façon. Mais on comprend pourquoi. Alors, il doit y avoir un autre état de la conscience, dans lequel tous ces aspects sont réunis dans une conscience qui laissait tout comme expression de son unité.
cette étape qui unifie tout à un niveau cosmique, avec tous les aspects cosmiques comme aspect d'une unité, d'une conscience, d'une réalité indivisible, c'est ça qu'il appelle le supramental. Dans les Védas, le supramental est décrit comme le soleil. La substance, le corps du soleil, le corps de la vérité divine, l'expression de la conscience divine créatrice. Et chaque rayon du soleil est rayon de l'intuition. Elle est finie, elle est limitée, elle est un point seul. Expression de cette chose qui est cosmique infinie. Chaque aspect, chaque rayon représente un aspect unique. Chaque aspect comme si complète le tout de la surface du soleil. Et deux aspects ne sont pas en conflit parce qu'ils sont aspects parfaitement alignés. Deux rayons n'entrent pas en conflit. N'est-ce pas? Si le soleil est un cercle parfait. Alors, la représentation de la conscience supramentale est faite avec cette idée de soleil parce que, au niveau physique, la forme que cette conscience représente, c'est symbolique et la forme du soleil. Mais ça, c'est le symbolisme et quelque chose d'autre, on peut discuter une autre occasion. C'est une vérité à un niveau plus haut qui se représente à une conscience plus basse. Elle se réduit d'une façon en représentant. On peut même dire que le monde physique est une représentation du monde vital, qui est représentation symbolique du monde mental, qui est représentation symbolique du supramental. Tous les potentiels, toutes les possibilités de ce pouvoir créatrice, qui est à la fois toute possibilité, toute perspective. N'ayons pas même un grain d'ignorance, parce qu'elle est complètement illuminée d'une connaissance infinie complète. Rien n'est oublié, rien n'est perdu. Tout est dans une unité indivisible. Mais de cette étape, les aspects peuvent être exagérés pour manifester qu'ils deviennent un niveau inférieur. Les aspects maintenant se réduisent jusqu'à ce qu'elles deviennent des expressions finies qui créent un autre niveau inférieur. Et comme ça, niveau par niveau, vous avez une réduction de capacité d'expression, de séparation, de division, d'ignorance. Division égale ignorance. Séparation égale ignorance. Jusqu'au bout où chaque particule qui représente un aspect du divin est divisée, séparée par tout autre. Et ce niveau, c'est la matière, n'est-ce pas? Fait des particules divisées, assemblées, arrangées dans des groupes. Et c'est ça le monde de la matière. Vous voyez comment d'une conscience unique, infinie, indivisible, à travers une série de réductions de son expression, il y a création comme si expression des niveaux de conscience jusqu'à la matière, ou comme si toute possibilité de conscience est perdue dans une division complète, extrême, infinitésimale. Une infinité de particules de conscience infinitésimale. Mais chaque particule, souvenez-vous, est expression de cette vérité unique. Alors c'est comme si dans les particules, il y a mémoire de cette unité. Et quand deux particules viennent l'un près de l'autre, c'est comme si cette mémoire commence à s'éveiller. Ah oui, je suis toi. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une énergie qui entre en contact, qui communique, qui expresse, qui exprime leur unité, et les particules sont attirées dans des arrangements de plus en plus complexes pour créer le monde physique que vous voyez. Les rochers tout d'abord, et puis l'énergie qui était cachée au niveau plus haut, elle commence à sortir
la conscience mentale qui était cachée dans l'énergie, elle commence à sortir. Et on est revenu à notre histoire de la conscience humaine et la prochaine étape. Qu'est-ce qui est caché dans votre pensée? La conscience supramentale d'unité, d'infini. Et qu'est-ce que ça veut dire, elle est cachée? Observez le processus de votre pensée. Si je vous donne un problème difficile à résoudre, quelque chose de si nouveau que vous n'y avez jamais pensé, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez quelque part. Comment est-ce que vous avez choisi d'où commencer? Il y a comme si un aspect ou un côté qui vous semble être le plus près de la solution et vous commencez avec elle. Et puis, je viens après 1 heure, je vous demande qu'est-ce qui se passe. Ah, j'ai presque résolu. Et quand vous l'avez résolu, vous dites, ah, je l'y ai. Alors, les 3 questions que je vais demander. La première question, c'est, comment vous savez, est-ce que vous avez su d'où commencer? Le point le plus près, vous avez senti quelque part. Ah, ici, c'est plus près. Lorsque je vous ai demandé où êtes-vous, je suis presque là. Comment est-ce que vous avez su? Quand vous ne savez pas la solution, comment savoir si vous êtes près ou loin? Quand vous avez découvert la solution, comment vous avez su que c'est la solution? Il n'y a pas d'autre. C'est comme si, en une couche derrière notre conscience mentale, il y a quelque chose qui sait déjà, qui guide les pensées mentales. C'est une question profonde que le Kena Upanishad fait. Il commence avec 4 questions. Une des questions, c'est qu'est-ce qui dirige la flèche de vos pensées vers son but? Pensez à ça. Il y a comme si une intelligence cachée qui dirige les pensées vers son but et qui sait quand il a atteint le but. Avant qu'il a commencé, il sait quelle direction aller pour atteindre le but, n'est-ce pas? On voit ce processus d'une manière beaucoup plus directe. Quand vous avez le même problème, vous dites « Ah, je ne peux pas résoudre ». Vous allez dormir, vous vous éveillez et le matin, la solution est là. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Il y avait comme si une couche plus profonde qui avait déjà la solution. Elle vous a observé. Ah, vous cherchez cette chose. Voilà la solution. C'est si facile. Elle la sait déjà. Mais, pendant que vous pensiez à la surface, vous étiez trop préoccupé avec vos pensées pour entendre cette indication, pour la reconnaître. L'activité des pensées couvre l'intelligence plus profonde. Ça a des implications profondes. Une des implications, c'est si vous voulez développer cette conscience, si vous voulez devenir conscient de cette intelligence, la première chose à développer, c'est la capacité de devenir complètement silencieux dans vos pensées. On va parler de ça justement. Comment développer l'intuition? Mais on reviendra. Si j'oublie, vous me rappelez. Mais vous voyez qu'il y a cette couche déjà qu'elle sait que vous cherchez la solution. Elle est prête à vous la donner, elle vous la donne, mais vous n'êtes pas prêt à l'accepter. Et quand vous dormez, cette activité a été arrêtée et la solution, elle était là déjà. Vous éveillez avec cette chose qui était là. Elle jaillit. Oui. Alors, derrière l'intelligence, il y a déjà ce pouvoir caché. De la même façon que la conscience était cachée dans l'impulsion de la vie, vous voyez comment les animaux savent exactement ce qu'ils doivent faire avec un instinct. D'où vient cette intelligence, cette connaissance de l'instinct? C'est comme si l'instinct, c'est l'arrangement de l'univers, elle vous dirige à faire exactement ce qui est nécessaire. De la même façon que l'énergie était cachée dans la matière.
Alors ici, dans notre vie humaine, déjà la conscience supérieure est cachée. Mais avant qu'on parle du supramental, on parle d'un niveau intermédiaire qui est rayon du supramental. C'est l'intuition. Le premier état où vous avez conscience, connaissance vraie. Pas fausse, pas séparée. Elle peut être limitée, mais elle est vraie. Atteindre ce point dans notre évolution est d'une importance critique. On va peut-être parler de ça demain en détail, du perspective de l'évolution humaine et la crise aujourd'hui. Elle est une crise évolutionnaire. La limite de la capacité mentale a été atteinte. On ne peut pas continuer avec cette capacité, il faut aller au-delà. Et on va discuter ça en détail demain peut-être. Mais maintenant on voit, ça c'est l'étape le plus près de la vérité complète du supramental. Et pouvoir atteindre à l'intuition est la chose la plus importante. Sri Aurobindo nous donne les méthodes pour développer ces étapes de conscience. C'est le yoga, la science appliquée, la technologie de développement de la conscience, n'est-ce pas? Je vais prendre un mot. On va revenir à cette question. Le troisième jour peut-être. On verra comment c'est le yoga, comment elle s'organise, cette connaissance et cette technologie. Mais c'est une technologie. On doit pouvoir consciemment développer ce niveau de conscience. Il les décrit. Alors, je vous ai déjà donné comme si un sens de commencer à aller à travers chaque étape. Mais comment développer le pouvoir de l'intuition? Tout d'abord, on a déjà vu, elle est déjà là. Et pour pouvoir recevoir l'intuition, la première nécessité est de rendre les pensées complètement silencieuses. C'est très intéressant. Pour accéder à une étape plus haut, l'étape inférieure doit arrêter de faire un effort. Bon, il fait un effort, mais d'une façon d'arrêter sa capacité caractéristique. Parce que c'est cette capacité qui la limite. Observer à chaque étape de l'évolution, c'est comme si la chose caractéristique de cette étape a été perdue pour développer l'étape prochaine. Vous voyez ce qui se passe entre les singes et les humains. Le singe a un corps très fort, une énergie très grande. Il n'a presque pas de maladie. Mais lorsqu'on atteint au niveau prochain, dans l'humain, on a perdu cette énergie, cette capacité, cette fortitude du corps. De la même manière, la mère décrit, le passage à travers la capacité mentale à cette capacité plus haute, pour le moment parlons de l'intuition. Ce passage demandera qu'on perd la capacité la plus puissante de l'intellect, qui est quoi? La capacité de se décevoir. Très intéressant. Vous voyez, la conscience de l'intuition est la conscience d'une vérité. Et l'intelligence humaine, de l'intellect, est la capacité de mettre en séquence, arranger et jouer avec les idées d'une façon qu'on peut prouver ce qu'on veut. On n'est pas intéressé dans la vérité. On est intéressé à justifier notre perspective. Se décevoir, c'est la capacité la plus développée de l'intelligence humaine. Et on observe que les enfants qui ont l'intelligence qui n'est pas développée,
comment dit-on, retardés, oui, les enfants retardés ne disent pas des mensonges. Ils sont franches avec ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent. Alors ça vous indique que le développement du pouvoir d'intelligence, si elle n'a pas été dirigée vers un but plus haut, elle souvent atteint à une capacité de déception de soi. Et alors, la première étape est de limiter, d'arrêter cette tendance d'activité, des pensées. Et alors, c'est comme si on a créé une circonstance réceptive à l'intelligence supérieure de réfléchir sa connaissance au niveau mental. Le problème, c'est qu'elle réfléchit. Alors, c'est le mental qui, comme si, reçoit une connaissance qui existe à un niveau plus haut, mais en la recevant, elle est déjà pervertie un petit peu. Parce qu'on a toujours des attractions, répulsions, préférences, même dans les pensées. Et lorsque vous recevez une idée, une intuition, vous la comme si déformez pour s'asseoir dans vos préférences. Alors, la deuxième nécessité est de pouvoir monter niveau de conscience. Entrer comme si, ou approcher comme si l'intuition, au lieu de réfléchir à un niveau inférieur, dans une substance inférieure. Alors, la pratique pour ça, c'est de déplacer le centre des pensées. Où est votre centre de pensée? Ouais, on fait une expérience très intéressante. D'abord, on revient à cette question. Touchez votre coude et l'épaule. Et dites-moi, quelle est la partie la plus près de vous? Facilement, l'épaule. Entre l'épaule et le temple, quelle est la partie la plus près? Le temple et le front. Sur le front, quelle est la partie la plus près? Parce que c'est près de la tête. Touchez le front, sentez. C'est où? Le centre. Ici. Centre du troisième œil. Vous vous sentez ici. Le nez est en bas et le haut de la tête est en haut. N'est-ce pas? Vous êtes ici. Mais maintenant, faites avec geste de mime l'expression « moi ». Comment est-ce que vous le faites? Moi. Vous mettez la main sur la poitrine. Ok, moi, complet. Elle est l'exception. La première personne qui a fait « moi » comme ça, très intéressant. Dans toutes ces années que j'ai fait cette expérience, vous êtes la première personne. Ça dit quelque chose. Mais tout le monde fait « moi ». La main sur la poitrine. On ne fait pas « moi ». On fait ça pour indiquer quoi? Oh non! Problème. Alors c'est quoi ce « moi » qui est ici et ce « moi » qui est au centre de la poitrine? Quelle est la différence? Donnez un nom, donnez un mot pour décrire la différence. Émotion. Émotion? Pourquoi moi, émotion? C'est quoi moi, émotion? Je suis moi, pensée? Qui est moi, vraiment? Amour. C'est quoi? Ici, c'est le moi qui est conscient qu'il est conscient. Ici, c'est le moi, poitrine, c'est le moi qui existe. Conscience mentale est ici. Existence. Je suis, je sais que je suis, c'est ici dans la poitrine. C'est derrière les émotions. Oui, on a aussi les émotions, c'est le problème, les deux sont là. Mais les émotions sont à la surface
Je sais que je suis le sens d'être et dans les profondeurs derrière la surface. Ok, très intéressant. Il y a un troisième centre. Lorsque vous êtes en haut d'un bâtiment, vous regardez vers le bas, vous avez peur, vous la sentez où? Dans le ventre. Qu'est-ce que vous sentez? Je vais tomber, je vais mourir, je vais cesser d'exister. Mais qui sent ça? Le corps. Pas la pensée, pas les émotions, pas l'existence essentielle. Le corps a peur. Alors ça, c'est le centre du corps, dans l'abdomen. La conscience du corps est centrée dans l'abdomen, conscience des émotions ici, mais la conscience plus profonde de l'existence derrière les émotions, conscience des pensées, conscience mentale, centre de la tête. Maintenant, on continue notre description. De ce centre qui est ici, pensée, on veut se déplacer de plus en plus près du centre de l'intuition. Où est-ce que vous sentez votre intuition? Quand l'intuition vient, qu'est-ce que vous dites? Comment vous décrivez? L'intuition, c'est tomber. D'où? Quelque part d'en haut de la tête. Une idée m'est arrivée. Alors, ça déjà vous donne une indication. Si vous pouvez bouger le centre des pensées vers le haut et centrer vos pensées au-dessus de la tête, vous serez plus près du centre de l'intuition. Essayez de le faire. Bougez le centre de vos pensées ici. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est pas difficile. C'est silencieux. C'est silencieux. Et qu'est-ce qui... Oui? On se redresse. On se redresse. Et vous avez peut-être senti quelquefois il y a une double conscience. Une partie reste ici, où vous tombez, vous soulevez, tombez, soulevez. Ça se passe? Quelques-uns? Mais si vous pouvez rester ici, c'est déjà très bien. Ça ne prend pas plus que quelques minutes ou quelques heures, au plus quelques jours pour vous centrer ici, presque en permanence. Mais par habitude, on retombe. Mais quand vous vous centrez au-dessus de la tête, vous avez senti, tout est plus calme. Les pensées ne sont plus dans une habitude mécanique de répétition, sans cesse, sans objectif. C'est plus calme. Et aussi, on n'a plus le problème de fatigue du cerveau. Si vous pensez trop, vous avez l'expérience de « je ne peux prendre plus, c'est trop ». Comme si le petit cerveau ne peut pas contenir toutes ces connaissances, toute cette activité. Le petit cerveau physique. Mais quand vous vous centrez au-dessus de la tête, vous êtes hors du cerveau. Vous n'avez pas cette fatigue du cerveau physique. Et vous pouvez continuer sans difficulté, sans fatigue. Et la qualité des pensées est plus large. Très vite, on peut se développer vers le mental supérieur. Vers l'intuition éventuellement. Mais on a seulement déplacé le centre des pensées, on n'a pas changé l'état de la conscience. Mais déjà le fait qu'on a pris une position plus haute, près du centre des pensées, de l'intuition, fait que le mental est plus large, plus libre, plus calme. Il peut recevoir les intuitions avec moins de séparation, moins de distorsion. Ok? Deuxième pratique pour développer l'intuition. Troisième pratique, c'est vous observez que lorsque une intuition commence à entrer, quelle est la réaction de votre pensée? Ah, je sais! Vous voyez sur la télévision, ils ont souvent des compétitions. On demande une question, vous pressez un bouton. Alors, tout le monde veut presser d'abord, plus vite. Il y a des gens qui pressent le bouton. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez, j'ai oublié. Je l'avais, j'ai oublié. C'est comme si l'idée entrait
on a reconnu qu'elle entre, on a pressé le bouton avant qu'elle se développe. Et on l'a perdue. La troisième pratique, c'est d'attendre que l'intuition entre et s'initie le mouvement. Vous ne initiez pas, c'est elle qui initie. Vous voulez transférer votre conscience du niveau inférieur au niveau supérieur. Vous voulez donner l'initiation à l'intuition. Alors, la troisième pratique, c'est, avant de commencer n'importe quelle activité, même activité physique, vous attendez, mettez-vous dans l'état calme, arrêtez les pensées, arrêtez les émotions si possible, calmez les émotions, bougez le centre en haut de la tête et attendez que l'intuition commence et initie le mouvement. Vous voyez l'importance de ça. Tant que c'est vos pensées qui initient, c'est la pensée qui essaie d'attraper l'intuition, vous n'aurez pas. Il faut que l'intuition se révèle d'elle-même. C'est elle qui doit saisir les pensées et les former. C'est elle qui saisit les mots et les forme. C'est elle qui saisit les doigts et joue la musique. Intéressant. Vous avez eu ces expériences? Quelquefois, vous essayez de jouer la musique et ça ne se fait pas très bien. Quelquefois, vous vous oubliez. Et l'intuition le fait. Et c'est parfait. C'est le même avec les mots. Lorsque l'intuition coule à travers, elle prend les mots exacts. Lorsque vous écrivez un poème, il y a deux sortes de poèmes. Les poèmes qui sont créés par vos pensées avec une difficulté d'essayer de, comme si arranger les mots pour faire le rime et le rythme et pour donner un sens. Et vous, comme si forcez les choses. Il y a des poèmes où vous êtes en hâte d'écrire ce qui vient et vous ne pensez pas. Vous finissez d'écrire et vous lisez le poème et vous dites « Ah, j'ai écrit ça ». Qu'est-ce que ça veut dire même? On n'est pas sûr, mais quelque chose de très beau. C'est comme si l'intuition savait ce qu'elle voulait, elle savait les mots, elle fait le rythme et le rime, et tout est fait parfaitement par l'intuition. À ce moment-là, c'est la couche inférieure qui dit « Ah oui, il y a deux niveaux de conscience ». Mais troisième pratique alors, c'est de rendre le mental calme et attendre l'initiation de l'intuition et laisser-la développer jusqu'au bout. C'est pour ça, vous voyez, l'importance de développer le calme mental. Non seulement le mental doit devenir calme pour commencer le processus, il doit rester calme à travers le processus. S'il commence à s'agiter, « Ah, je l'ai », il coupe l'intuition. Il la réduit à une expression limitée. Si vous voyez quelqu'un qui pratique la musique, il l'a et ça se fait très bien, et la personne est excitée, elle dit « Je l'ai », et à ce moment-là, elle perd. Si un gymnaste essaie de faire ça, vous voyez, ça sera très difficile. Si un gymnaste essaie de contrôler le corps, c'est impossible. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut laisser l'intuition contrôler le corps. C'est pour ça l'entraînement de la gymnastique pour les Olympiques est toujours, ça commence avec toujours les processus yogiques. D'établir une paix complète dans le corps. Et tout l'entraînement est de se soumettre à l'intuition qui bouge le corps. Il le fait parfaitement. Et vous pouvez voir sur le visage, dans le corps du gymnaste, s'il va le faire ou non au moment où il commence. S'il est dans cet alignement parfait, avant qu'il bouge, on peut sentir qu'il l'a déjà fait. Parce que c'est l'intuition qui l'a déjà. Mais s'il y a un moment de pensée de soi, je vais faire, on a coupé la connexion, on a perdu l'intuition et ils vont rater.
On peut le voir au commencement. Alors, troisième pratique pour développement d'intuition, attendre que l'intuition commence et la laisser couler jusqu'au bout. Il y a une quatrième pratique. Je vais seulement la toucher, mais c'est quelque chose à développer. Chaque faculté, chaque pouvoir de votre intelligence, on reconnaît, est un pouvoir inférieur, comme si d'un pouvoir supérieur d'intuition. Même la mémoire. Je vous donne un exemple. Si je vous demande de vous rappeler la première fois que vous êtes allé sur une montagne, ou la première fois que vous avez eu une expérience exceptionnelle sur la plage ou sur une montagne. Rappelez-vous, combien de temps est-ce que vous avez pris pour vous rappeler? Vous voulez penser, vous tournez à la mémoire et une mémoire vient. Si vous demandez à Google de chercher, Google doit passer à travers 1 milliard d'images de vos mémoires, un par un. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et lorsqu'elle a trouvé une, elle n'est pas sûre s'il y a une autre qui est mieux. Elle doit continuer jusqu'à ce qu'elle finisse tous les milliards et dire « Ah, voilà, celle-là est la meilleure. » Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vouliez penser, vous avez tourné votre conscience vers l'intérieur et la mémoire est sortie. D'où? Qui l'avait? Qui savait que vous voulez cette mémoire? C'est l'intelligence intérieure, plus profonde, qui a tout connaissance de tout ce qui vous est arrivé. Elle a tout simultanément, pas séparément, avec une série d'images. Elle est une conscience indivisible, consciente de toutes les choses à la fois. Vous voulez ça? Elle vous la donne. Sans effort de chercher, parce qu'elle est déjà toutes les choses. Vous voyez la différence? C'est presque une description de la conscience supramentale, cachée, derrière. Et l'intuition, un rayon de la conscience supramentale. Alors, la mémoire superficielle n'est pas possible s'il n'y a pas ce pouvoir plus profond. Vous voyez? Votre mémoire de la pensée mentale, d'intelligence mentale, est une expression superficielle d'une mémoire plus profonde, intuitive ou supramentale. De la même façon, chaque pouvoir, chaque faculté de votre conscience mentale est une expression inférieure dans une substance divisée d'un pouvoir plus grand, plus développé. Alors, la quatrième méthode de développer l'intuition et monter au niveau de la conscience intuition est de développer toutes les facultés, tous les pouvoirs de votre l'intelligence mentale jusqu'à ce qu'elle atteigne à leur limite et même elle commence à dépasser leurs limites ou elles joignent avec la pouvoir supérieur duquel elles étaient représentation limitée. Alors, je n'entre pas dans les détails de ça, mais je donne un exemple seul. J'ai pris l'exemple de la mémoire et je vous décris ce qui se passe. Alors, Sri Aurobindo décrit ce passage d'une façon très générale. Notre conscience mentale, et il dit, c'est le mental d'ignorance qui se développe pour devenir mental de connaissance, c'est vrai. Elle passe à travers une étape. Alors je le décris comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous apprenez quelque chose de nouveau? Quelqu'un vous dit, ceci est comme ça, l'autre est comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette connaissance, cette information, et vous la mettez dans la tête, dans les pensées, à travers une représentation. Ok? Si vous ne savez pas quelque chose, vous demandez à quelqu'un ou cherchez
hors de vous pour la réponse, parce qu'elle est là quelque part dans l'univers, et vous la prenez en vous. Ce n'est pas suffisant qu'elle reste dehors, elle doit entrer en vous, sinon elle n'est pas la vôtre. Observez maintenant qu'est-ce qui se passe quand votre intuition commence à se développer. Vous avez eu cette expérience que quelqu'un vous dit, vous savez, c'est comme ça. Et vous dites, ah oui, j'avais cet instinct, cette intuition, ce soupçon que peut-être c'est comme ça. Je le savais. Je savais que tu me mentais tous ces jours. Sauf que je ne savais pas ici à la surface, je le savais dans une profondeur. Alors on a cette expérience, quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est comme s'il y a une connaissance dedans qui dit « Ah oui, je le savais déjà ». Observez ce qui se passe quand les enfants, vous étiez dans l'école, le professeur explique quelque chose, vous ne comprenez pas. Le professeur répète, vous ne comprenez pas. Il répète, c'est pas un enregistrement, ça n'aide pas. Quelqu'un d'autre dans la classe vous dit, mais regarde la chose comme ça. Vous la regardez de notre côté et tout d'un coup, ah oui, je l'ai. C'est simple. Ce moment de ah oui, je connais, c'est comme si une illumination, on a découvert, le couvercle a été enlevé de quelque chose qu'on savait déjà. Quand vous dites c'est simple, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est déjà en vous, qu'on a découverte. Toute connaissance vraie est un mouvement de découverte. Et si vous n'avez pas aperçu la chose en vous, vous n'avez pas connu. Si vous avez appris par cœur, c'est comme une peinture à la surface, elle coule, elle est perdue. Mais si vous avez découvert, elle est en vous, elle est partie de vous, vous ne perdez jamais. Intéressant. Alors maintenant, on découvre quelque chose de très important. Tout ce que vous cherchez dehors, que vous rapportez en vous, elle était déjà là. Et les circonstances extérieures ont vous aidé à éveiller cette connaissance qui était cachée dedans. N'est-ce pas? Et très vite, on commence à faire quelque chose de très, très intéressant. Et je vous suggérais de faire cet effort chaque fois que vous étudiez ou vous apprenez quelque chose de nouveau. Vous lisez, vous étudiez. Ah oui, c'est intéressant. Cherchez en vous la partie qui la savait déjà. On ne le fait pas consciemment, mais elle est là. Commencez à la chercher. Et très vite, vous la découvrirez et vous aurez aussi une autre perception intéressante. Je lis ça, je suis conscient que je le savais, et le moment où je suis conscient, je découvre que je sais deux autres choses qui ne sont pas dans le livre. On commence à découvrir que ce qu'on sait a plus que le texte. Ça, c'est le mouvement d'intuition qui se développe. OK? Automatiquement. Continuez comme ça et très vite, vous verrez que ce qui est dedans est beaucoup plus complet et réel que ce qui est dehors. Et la chose dehors est seulement une occasion pour éveiller. À ce moment-là, on est au niveau transitionnel que Sri Aurobindo appelle le mental de connaissance oubliée. Oh, traduction plus correcte. Mind of self-forgetful knowledge. Le mental de connaissance qu'il a oublié en elle. Alors c'est comme si j'avais oublié que je le connais. Ce niveau transitionnel, c'est là où l'intuition commence à se développer. Jusqu'à ce qu'une situation arrive, vous voulez connaître quelque chose, au lieu de chercher hors de vous, vous cherchez dans vous, votre connaissance intérieure. Vous la découvrez, vous la portez devant. Maintenant, je sais. Quand ça continue, on atteint au niveau du mental de connaissance complet. Et là, c'est comme si tout est en nous, sauf que c'était mis derrière. Et quand j'ai nécessité de savoir, on la porte devant.
comme vos mémoires de toutes les vacances. Quand j'ai dit vacances de plage, plage est venue dehors. J'ai dit vacances de montagne, montagne est venue dehors. Elle est toujours là, n'est-ce pas? Alors, de cette façon, Sri Aurobindo décrit la transition de la conscience du niveau mental d'ignorance vers un niveau plus haut à travers l'intuition, vers le niveau d'une conscience complète, libre de toute ignorance, connaissance complète, omniscience. Omniscience, oui? La connaissance complète. Ça veut dire quoi? C'est pas connaissance au niveau des pensées. Il y avait un film qui s'appelait... c'était le nom d'une femme... où il y avait cette fille qui a pris des drogues et elle a commencé à... Lucie, c'est ça. Elle a amplifié les capacités de son cerveau jusqu'à elle atteint 100%. Et à ce moment-là, c'est comme si elle développe toute la connaissance qu'elle peut, mais son corps va être détruit et elle transfère toute son connaissance dans un disque d'ordinateur, hard disk, disque dur. Elle la donne à l'humanité. Attendez un moment. Toute sa connaissance peut être réduite à un disque dur. Ça, c'est l'information par connaissance. Toute information peut être réduite, mais est-ce qu'elle peut être réduite? L'information est infinie. Votre disque dur sera aussi grand que l'univers. N'est-ce pas? C'est pas possible. Alors, cette connaissance d'omniscience n'est pas réduisable. Elle est état de conscience qui est identifié avec tout l'univers. Elle sait l'univers parce qu'elle est l'univers. Vous comprenez? Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé de la conscience ascendante à travers les couches de conscience du perspective de la connaissance. Mais à chaque niveau de la connaissance qui croît, qui ascende, il y a aussi le pouvoir de la connaissance. De la même façon que votre connaissance d'intelligence a un pouvoir beaucoup plus grand qu'une connaissance émotionnelle. Lorsque la conscience devient une avec la fleur, avec le bol, lorsqu'on est le bol, on peut influencer le bol. Parce qu'on est bol, n'est-ce pas? Si on est un avec l'univers, c'est comme si on bouge avec l'univers. Mais on peut bouger d'une façon on fait que l'univers bouge comme on veut. À chaque étape, il y a un pouvoir de conscience et d'action qui est beaucoup plus grand. On peut fermer la porte. Oui. Ah oui, c'est chaud. Ouais. Ok. Gardez-le. Ça va. Alors, avec connaissance, il y a pouvoir d'action qui est aussi de plus en plus complet. Au niveau qu'il atteint connaissance complète, omniscience, il y a aussi omnipotence. Le supramental est conscience d'omniscience et d'omnipotence. Mais aussi une autre chose très importante. Si vous vous sentez un avec chaque chose que vous êtes consciente, la fleur, la plante, la terre, le système solaire, la galaxie, l'univers dans son tout, et vous-même. Quelle est votre relation avec toutes ces choses que vous êtes? Vous sentez chaque chose comme expression de votre conscience, de votre forme. C'est moi dans l'autre forme que j'entre en contact. C'est quoi votre relation avec vous-même? Amour de soi. Mais amour de soi qui est l'univers, n'est-ce pas? Alors avec la conscience d'omniscience et omnipotence, il y a aussi identité et embrassement de l'amour infini. Et pour une conscience qui est infinie, si vous me donnez un petit caillou ou un grand rocher, quelle est la différence? Pour quelque chose qui est infini, ils sont équivalents. Une montagne est aussi importante que mon caillou.
Une galaxie est aussi importante que mon caillou, n'est-ce pas? Du perspective divin, il n'y a rien qui est grand ou petit, plus ou moins important. Tout est également important parce que tout est expression d'identification, de conscience créative également. Le perspective de grand, petit, important, inimportant est perspective d'une conscience divisée. Vous voyez? Alors, notre relation avec le tout change également. Omniscience, omnipotence, embrasse d'amour universel, cosmique. Et quoi d'autre? Lorsque vous entrez en contact avec une fleur, qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? Il y a une joie dans ce contact peut-être, dans la beauté, dans le parfum. Mais si, observez ce qui se passe dans votre conscience normale, si je vous caresse avec quelque chose de doux, vous dites « Ah, ça c'est plaisant. » Mais je commence à appuyer de plus en plus fort. À un moment là, vous dites « Ah, ça fait mal, arrête !» C'est quoi le moment de transition? Maintenant, je suis très excité, je joue un jeu de football et à ce moment-là, je cogne contre quelqu'un. C'est toute une excitation. Je reviens chez moi et lorsque l'excitation devient plus apaisée, j'observe, ah, ça fait mal ici. Mais ça n'a pas fait mal pendant les dernières une heure ou 2 heures que j'étais excité. Ça fait mal lorsque mon énergie est devenue moins. Là, observez, lorsque le corps est fort, un contact est doux. Lorsque le contact est plus fort que mon corps, ça fait mal. Ça veut dire, dépendant de la limite de votre conscience, ce qui assiste l'expérience de la conscience est utile et plaisante. Ce qui est plus fort que votre capacité d'absorber fait mal, fait la peine, est trop intense. Vous souffrez. Avec quelque chose de plaisant, vient la souffrance de l'autre côté. Dans une conscience qui est finie, qui est limitée, il y a toujours une division de perception en bien et mal, confortable, inconfortable. La dualité existe parce que vous êtes fini et limité. Mais lorsque votre conscience croît et elle est infinie, tout l'univers peut venir m'embrasser et l'intensité est égale pour moi. C'est un embrasse d'une joie universelle sans limite. Alors cette étape d'expérience qui n'a pas de dualité, il n'y a plus de division, toute expérience est également beau. C'est ce qu'on appelle la béatitude Ananda. Alors la conscience, non seulement est omniscience, omnipotence, d'amour universel, elle est aussi pleine d'ananda, béatitude, dans chaque expérience de la vie, sans limite. C'est ça la qualité de la conscience supramentale. Voyons de l'autre côté, à chaque niveau, elle se réduit, elle devient de moins capable à tous ces 4 aspects et d'autres aspects, jusqu'au niveau mental, où on est agence d'ignorance, d'incapacité, de perte d'universalité et de dualité, de confort et déconfort. Dans le mouvement de l'ascendance, on comme si passe au-delà de ces limites, on approche la perfection de la conscience supramentale, qui est déjà là. Comme il y avait le singe qui ne pouvait pas penser, mais la possibilité de penser, la conscience du mental existait déjà. De la même façon, on n'a pas encore développé l'étape prochaine, mais cette conscience est là. Et lorsqu'on commence à faire l'effort de cette ascension, elle aussi descend et nous aide pour nous prendre vers notre but. Alors l'effort évolutionnaire n'est pas fait seul.
elle est toujours accompagnée avec une aide. Mais l'aide est effective quand on s'ouvre à l'aide. Tant que vous dites « je vais faire, je n'ai pas nécessité d'aide », le singe ne peut pas se forcer à penser et devenir humain. Il n'est pas capable. Il faut l'influence humaine ou de la conscience humaine qui lui saisit et lui prend dans sa capacité. On se donne à la conscience supérieure. Le mental devient calme et s'ouvre à l'intuition. Et l'intuition la remplit. Vous voyez, le processus de yoga aussi, du processus de l'évolution change. Et on va parler de ça en détail peut-être après-demain. Vous avez une perspective maintenant de l'ascendance et l'évolution de la conscience vers son but complet de la conscience divine supramentale. On n'est pas complètement divin dans une conscience divine jusqu'à on a atteint au bout le supramental. Chaque étape intermédiaire est grande et superbe, énormément plus beau et complet, mais elle n'est pas parfaite jusqu'au supramental. Et c'est pour ça, dans la pensée humaine, on cherche la perfection qui est toujours là. Elle nous attire, elle nous éveille de sa possibilité. Alors, je fais une petite pause. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions. On avait déjà complété 2 heures, mais c'était utile, c'était important d'aller en détail. Si vous avez quelques questions, on peut les prendre. Mais on aura aussi possibilité de discuter demain. On dit que les enfants ils ont l'intuition déjà, la conscience intuitive. Ah. On dit que les enfants ils ont l'intuition intuitive et après ça se perd. Alors pourquoi ça se perd? On dit que les enfants l'ont, on dit que les femmes l'ont plus que les hommes. C'est vrai. Il y a un aspect d'intuition qui est beaucoup plus présent dans les enfants parce que la capacité des pensées mentales n'est pas suffisamment développée pour faire une couche, pour couvrir l'intuition. De la même façon, les femmes qui vivent plutôt dans la sensation de l'émotion ont possibilité d'apercevoir cette intuition réfléchie qui dépasse la pensée complexe. Ce n'est pas limité aux femmes, quiconque peut l'acquérir, mais par habitude, si on n'essaye pas de penser trop, on est plus ouvert à l'intuition, mais aussi plus ouvert à l'erreur. Parce que nos émotions peuvent imiter l'intuition. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire l'ascension au niveau, développer le pouvoir mental et puis développer le silence mental pour aller au-delà. C'est une étape d'évolution. Est-ce qu'on peut dire que, quand vous dites que la méthode de savoir détruit l'objet étudié, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ce qui se passe aux malades, par exemple, où on étudie de plus en plus justement des maladies qu'on isole d'ailleurs, on ne rassemble pas, et ce qui fait que des hôpitaux aujourd'hui débordent, on n'arrive pas... Tous les systèmes de connaissances créés par l'agence mentale, l'intelligence mentale, la logique, ont des limites. Et dans tout ce qu'on a créé pour l'humanité aujourd'hui, avec ce pouvoir mental, on a atteint à ses limites. C'est pour ça que rien ne marche de la façon qu'on veut. Oui, on détruit tout plus qu'aider tout. On va en parler demain en détail. Oui. J'ai une question par rapport à l'alimentation. Si toute vie est énergie de vie, alors si on mange, que se passe-t-il en nous? L'alimentation, elle demande si toute vie est énergie de vie, quand on mange, qu'est-ce qui se passe en nous? Ce que vous voyez, c'est que la plante prend la substance des rochers. Les animaux prennent la substance des plantes. Ils ne peuvent pas manger rochers. Et les humains qui sont animaux aussi prennent
la substance des plantes, on aussi prend les animaux, mais on comme si absorbe à travers la substance des plantes l'énergie vitale qui était exprimée dans la plante et on l'absorbe d'une façon indirecte. On pourrait absorber la même énergie directement, qui se passe souvent à travers les pratiques de pranayama avancées, et on peut même réduire la quantité de ce qu'on mange par ce processus, mais il faut toujours une substance qui doit remplacer la substance du corps qui est jetée. Alors, il y a un mélange, substance physique, l'énergie pranique qui est dans la substance plus éveillée. On pourrait manger les rochers, c'est ce qu'on fait avec les pilules par exemple, ces poudres de rochers spécialisées, mais l'absorption de l'énergie de vie n'est pas si directe parce qu'elle n'est pas éveillée, elle est encore endormie. Mais dans les plantes, la vie est plus éveillée, on monte un petit peu de la plante et on a plus d'énergie, plus facilement. Et on pourrait prendre cette énergie directement aussi. Et ça représente le potentiel de l'étape qu'on va développer. Et au niveau de l'intuition, qu'en est-il des rêves? Cette activité... Les rêves sont beaucoup plus mélangés. Parce que souvent, la plupart des rêves sont plutôt des impulsions qui viennent d'un niveau subconscient. Les activités qu'on a faites, les pensées, les peurs, ils montent et c'est tout mélangé. C'est un peu sombre. Il y a un autre type de rêve où une partie de la conscience, comme s'il sort, elle va explorer les niveaux de conscience des mondes au niveau des consciences. Et on revient avec des souvenirs, on a fait ça, on a vu ça, on a vu d'interactions, on flottait, on volait. Ça, c'est un deuxième type de rêve. Le troisième type, c'est là où on monte à un niveau plus haut, où il y a une réflexion d'un niveau plus haut dans notre conscience, et ce sont des rêves symboliques. Le type le plus commun, c'est, vous voyez dans le rêve, vous devenez conscient que vous devez prendre le train commence, mais vous n'avez pas préparé vos bagages. Vous n'avez pas acheté le billet. Il y a un examen, mais vous l'avez oublié, vous n'êtes pas prêt. Alors, c'est comme si au niveau de nos pensées et émotions des formes familières, une vérité supérieure se réfléchit à travers ces formes familières. Et c'est quoi cette vérité supérieure? C'est comme si dans votre vie, il y a une opportunité qui est venue, mais vous n'êtes pas prêt à le reconnaître ou l'apprendre. C'est une vérité qui est su au niveau d'intuition, mais qui réfléchit au niveau de vos pensées, utilisant le matériel des formes familières ou d'expériences familières. Mais elles sont rares, elles sont les plus rares, mais c'est les plus importantes. Pour quelqu'un qui est dans une pratique de yoga, de conscience, de développement de la conscience, ces rêves sont indicatifs des circonstances souvent. Vous aviez une question? Non? Ah, c'était toi. Oui. Juste avant, vous disiez que la prochaine étape, elle se prépare, enfin que vous pensez qu'on va y arriver. Et ça va passer par quoi concrètement? Comment l'humanité va arriver à... Ok. Enfin, c'est très large. Hein, oui, c'est très large, très important. Comment l'étape prochaine va arriver? C'est ça. Et on va discuter ça demain. Mais en voyant la crise d'aujourd'hui, ce qui est nécessaire et comment la solution est seulement dans une conscience nouvelle. Mais à ce moment-là, si je n'ai pas complété l'aspect de votre question, vous pouvez redemander demain. Okay? Alors peut-être on doit s'arrêter aujourd'hui, c'est déjà tard.